Bonjour à tous. Nous attaquons aujourd'hui notre chapitre sur les probabilités que nous allons découper en 3 sections principales. Nous allons voir lesquelles. Ces 3 sections vont elles-mêmes être redécoupées à partir du moment où on envisage une série de 5 séances, donc de 5 vidéos sur ce thème-là. Évidemment, ce thème sera suivi d'un autre thème sur les lois de probabilité qui nous entraîneront jusqu'au 3e semestre et au programme correspondant. Alors, pour introduire le sujet, disons qu'on a affaire à des événements qui sont aléatoires et dont il faut quand même savoir faire quelques prévisions. On pourra évidemment s'entraîner sur des cas simples, c'est ce qu'on verra souvent, mais pas tout le temps, heureusement, on verra des choses variées, mais bien entendu, nos objets de base vont être les pièces de monnaie, pour envisager des jeux de pile ou face. On n'en restera pas là, évidemment, puisque la chose serait trop simple, encore qu'avec des pièces de monnaie, on peut faire des choses compliquées, on peut envisager de jouer à pile ou face 500 fois de suite, par exemple, et de se demander comment doivent se comporter les résultats, la somme du nombre de piles évoluant, etc. Enfin bref, il y a plein de choses à dire là-dessus. Mais on va s'intéresser aussi à des objets qui offrent plus de possibilités qu'une simple pièce de monnaie, et en particulier des dés. Les dés sont vraiment l'objet de jeux de hasard qui sont partagés par énormément de civilisations depuis très longtemps. D'ailleurs, le mot hasard lui-même vient de là. Ça vient de l'arabe médiéval, az-zar, qui signifie le dé. Tout bêtement, le mot aléa, cité par Jules César, alea jacta est, aléa signifie le dé en latin. Alea jacta est, ça veut dire le dé est jeté. Et donc, on s'en remet au destin, en gros. Donc le dé, évidemment, est un objet emblématique à partir duquel on pourra envisager des expériences de pensée et de calcul assez facilement. Disons que nous allons travailler principalement et en priorité avec des objets que tout le monde est censé connaître. Nous travaillerons également assez facilement avec des jeux de cartes. Et ça nous donnera l'occasion d'avoir à l'intérieur d'un même objet des catégories et des sous-catégories. Puisqu'un jeu de cartes va se diviser en 4 couleurs, chaque couleur possède différents niveaux, donc on aura accès à des situations un petit peu plus complexes. Alors les probabilités sont d'abord intuitives. C'est-à-dire qu'on considère une expérience à partir de laquelle plusieurs issues sont possibles et on peut se demander quelle est la probabilité de chacune des issues. Dans des cas simples, ça va se déterminer relativement facilement. Par exemple, je lance une pièce de monnaie et j'ai un événement qui m'intéresse, c'est obtenir face. Quelle est la probabilité d'obtenir face lorsque je lance une pièce de monnaie? Tout le monde dira une chance sur 2. Évidemment, dans l'hypothèse où la pièce est bien équilibrée. Donc c'est une hypothèse, je dis évidemment, qui n'est pas forcément si évidente que ça. Un objet qui présente 2 possibilités n'est pas forcément parfaitement équilibré. Alors, une chance sur 2, ok. Très bien. On peut déjà se poser la question de ce que ça signifie et à quoi ça nous sert. Que veut dire une chance sur 2? Est-ce que ça va nous aider à deviner quel sera le résultat du prochain lancer? Bien sûr que non. La probabilité n'est pas là pour ça. Elle n'est pas là pour nous dire ce qui va se passer la prochaine fois qu'on va lancer une pièce. Alors, évidemment, tout au long du chapitre, et surtout dans la dernière partie du chapitre, lorsqu'on abordera le concept de loi de probabilité, on verra à quoi servent vraiment les probabilités. Savoir que quelque chose a une chance sur 2 d'arriver, ça n'est absolument pas utile si on veut essayer l'expérience une fois. Que ce soit une probabilité d'une chance sur 1000, d'une chance sur 2 ou de 999 chances sur 1000, ça ne nous assurera pas du résultat futur. Alors, continuons dans nos exemples et demandons-nous si systématiquement les probabilités peuvent être trouvées par intuition, avec simplement un peu de bon sens. L'expérience consiste cette fois à lancer un dé, l'événement envisagé est obtenir le 1. Quelle est la probabilité d'obtenir le 1? Donc on parle d'un dé à 6 faces, bien entendu, quelque chose de classique, et un dé bien équilibré. Et évidemment, la probabilité va être d'une chance sur 6. Deuxième remarque à ce stade-là, que je pouvais faire dès le premier exemple, évidemment,
Une probabilité va pouvoir se noter comme une fraction, et bien entendu, le nombre de chances qu'on a est toujours inférieur au nombre de cas possibles. Donc on peut décrire, dans la plupart des cas, une probabilité comme étant le nombre de cas favorables à l'événement qui nous intéresse, divisé par le nombre total de cas que l'expérience pouvait nous faire obtenir. À l'arrivée, j'ai un résultat qui, si j'effectue la division, est un nombre compris entre 0 et 1. Une probabilité, c'est défini mathématiquement, strictement, par déjà un résultat compris entre 0 et 1. Ou c'est plutôt un constat, venant d'une définition stricte mathématique, qu'on ne verra pas dans ce document. Voilà, je vous dis tout de suite qu'on ne sera pas ici pour, on va dire, faire des maths pures et dures et aller dans la théorie des probabilités. Deuxième événement considéré dans cet exemple, c'est pair. Je dois lancer un dé, quelle est la probabilité que le résultat futur soit pair? Si on veut cumuler des situations favorables, on s'aperçoit que les événements 2, 4 et 6 correspondent, sur un total de 6 événements possibles. Donc nous avons 3 chances sur 6. Encore une fois, on a une notion intuitive de la probabilité, on a une chance sur 2 d'obtenir un nombre pair. Alors, compliquons progressivement les expériences et les événements envisagés, et continuons de nous demander si les probabilités sont aussi intuitives que ça. Lorsque je lance 2 pièces de monnaie, je peux me poser la question, et oui, un point d'interrogation apparaît, de la probabilité d'obtenir 2 faces. Et là, 2 raisonnements peuvent s'opposer. Si je lance 2 pièces de monnaie, qu'est-ce que je peux avoir à l'arrivée en face des yeux? 2 piles, ou 2 faces, ou un pile et une face. Et donc je pourrais me dire, entre guillemets naïvement, j'ai une chance sur 3 d'obtenir 2 faces. Ce qui est absolument faux. Puisque chaque pièce propose un résultat, et qu'une pièce va atterrir à gauche et l'autre à droite, par exemple, ce sont 2 objets physiques différents, et du coup, il y a 4 événements qui sont ce qu'on appelle équiprobables, c'est d'obtenir pile-pile, ou pile-face, ou face-pile, ou face-face. Chacun de ces événements a une chance sur 4 d'advenir, et donc la probabilité d'avoir 2 faces, c'est 1/4. Continuons, je lance 2 dés cette fois-ci. Chaque dé peut proposer 6 résultats, je lance 2 dés. Quelle est la probabilité d'obtenir un double? Là, il faut déjà un petit peu plus de réflexion pour se dire, alors, combien d'événements sont possibles à l'arrivée lorsque je vais lancer 2 dés? Eh bien, si je reprends l'exemple de mes pièces de monnaie et que je transpose ça au dé, eh bien, je peux avoir devant les yeux un 1, ou alors un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, etc., etc., etc. On a en fait 6 possibilités pour le premier dé, 6 pour le deuxième, cela nous fait 36 couples à l'arrivée. Parmi ces 36 couples possibles, combien sont des doubles? Double 1, double 2, jusqu'au double 6, ça fait 6 doubles. Donc j'ai 6 chances sur 36. On s'aperçoit que dès qu'on complique un tout petit peu la règle du jeu, on va dire, le fait de déterminer une probabilité n'est plus aussi évident que ça. Ce n'est plus aussi machinal, ça n'est plus aussi intuitif. Et je vais compliquer encore un tout petit peu la règle du jeu. Cette fois-ci, admettons qu'on joue au poker, on tire 5 cartes à partir d'un jeu de 32, et on se pose la question, quelle est la probabilité d'avoir un brelan? Alors là, les choses sont bien plus compliquées. Avoir un brelan, ça n'est pas aussi simple qu'avoir un double en lançant 2 dés. Un brelan, donc c'est 3 cartes identiques, plus 2 autres cartes, qui ne sont pas de même valeur que les 3 premières, par contre qui peuvent être de n'importe quelle couleur. Bref, déjà, l'événement en lui-même est relativement complexe, puisqu'il faudrait savoir comptabiliser le nombre de situations qui conduisent à un brelan. Et puis d'un autre côté, il faudrait savoir comptabiliser aussi le nombre de situations au total que l'on a en tirant 5 cartes à partir d'un jeu de 32. Pour savoir qu'on a à l'arrivée 12 096 chances sur 201 376, ce qui, une fois arrondi, nous donne à peu près du 6% de chance, eh bien là, on s'aperçoit que notre intuition n'est plus utilisable. On ne peut pas se fier à son bon sens, on va dire, si on veut faire des calculs de probabilité dans des situations à peu près quelconques. Et franchement et honnêtement, tirer 5 cartes d'un jeu de 32, ça n'est pas une situation très compliquée. Pourtant, même avec un jeu aussi simple que ça, on s'aperçoit que non, il va nous falloir des bases, il va nous falloir des outils de calcul,
Il va falloir se demander s'il peut exister plusieurs formules qui conduiront à plusieurs résultats différents suivant les cas de figure envisagés. Bref, il va falloir qu'on s'organise. Alors, devant la multitude de possibilités, qui est illustrée très graphiquement et globalement par ce qui vient d'apparaître, par exemple, dans un jeu de cartes, on peut avoir des valets, des dames, des rois, des 10, des 9, des 8, mais aussi des piques, des cœurs, des carreaux, etc. Donc on a des objets qui possèdent plusieurs caractéristiques différentes. Il faut savoir faire une classification de ces objets. Si on veut calculer des probabilités sur des événements donnés, il faut être capable de dénombrer des situations qui nous intéressent parmi tout un ensemble de situations possibles. Donc il faut les compter, ces situations. Et pour les compter, il faut savoir bien les classifier, c'est-à-dire les ranger dans des ensembles et des sous-ensembles. Donc c'est pour cela que le plan du chapitre sera d'abord constitué d'un rappel sur les ensembles, pour que déjà on acquiert une certaine logique de pensée et également certaines notations, un langage associé à ça, qui nous permettent d'être sûr de ce qu'on dit et de faire, on va dire, une économie de place et de volume dans ce qu'on va écrire et ce qu'on va dire. Le langage des ensembles est très pratique pour ça. Une fois qu'on maîtrisera ce langage, on ira voir du côté des dénombrements comment est-ce qu'on peut comptabiliser des situations. Et une fois qu'on saura à peu près faire tout ça, on pourra commencer à calculer des probabilités d'événements. Alors ça peut paraître un peu frustrant, mais c'est vrai que l'exemple du brelan dans notre jeu de cartes, il est suffisamment significatif pour nous faire dire il faut avoir des bases et prendre des précautions. L'objectif de cette vidéo, c'est de parler des rappels sur les ensembles. Voilà, déjà d'avoir le bon langage et la bonne formulation pour tout ce qui va pouvoir nous intéresser. Ces rappels sur les ensembles, ils peuvent être simples, voire un peu plus compliqués, mais ils sont indispensables. Et la toute première chose qu'on voit dès l'école primaire d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un diagramme de Venn. C'est-à-dire qu'un ensemble est considéré comme un sac dans lequel on peut mettre des objets, qu'on va appeler des éléments. On a ici donc sous les yeux un ensemble qui est l'ensemble des éléments A, B, C, D, E, F. On s'aperçoit d'emblée que les éléments ne sont pas dans un ordre particulier. Tout ce qui est intéressant dans un ensemble, c'est de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. L'ensemble lui-même, on lui donnera un nom et on le désignera systématiquement par une lettre majuscule. Et en général, lorsque c'est possible, on désignera par des minuscules les éléments qui sont à l'intérieur. Alors par contre, ces éléments peuvent être des arbres ou des chiffres, ou voilà, on n'a pas forcément affaire évidemment à des lettres de l'alphabet. Si on veut éviter de dessiner l'ensemble, on pourra le citer entre accolades. Le fait d'utiliser des accolades en mathématiques nous dit que ce qui est à l'intérieur est cité sans ordre précis. Alors j'ai écrit ici A, B, C, D, E, F dans l'ordre alphabétique, mais j'aurais pu citer D, C, E, B, A, F, ça serait le même ensemble. La notion d'élément, bien entendu, on utilisera le symbole appartient à, ou est élément de, donc petit b est élément de grand A, alors que H n'est pas élément de grand A. La notion de sous-ensemble maintenant. Le sous-ensemble d'un ensemble, c'est ce qu'on appelle aussi une partie. C'est un ensemble qui se trouve à l'intérieur d'un autre ensemble. Alors attention, il ne s'agit pas simplement de sélectionner des éléments comme ça au hasard. Il s'agit de les sélectionner et de les mettre dans un nouveau sac. Si vous considérez à chaque fois qu'un ensemble est un sac, pour les opérations de base, on va dire, et les considérations de base, vous êtes sauvé. Un sous-ensemble de l'ensemble grand A, ça peut être l'ensemble ABC. Autrement dit, on a mis un sac qui contient ABC à l'intérieur du sac qui s'appelle grand A. À ce moment-là, cet ensemble-là est ce qu'on appelle inclus dans A. Donc ce n'est pas un élément de A, les éléments sont ici des lettres de l'alphabet, c'est un sac qui est dans un autre sac. Donc on utilisera l'inclusion ici. Voilà, donc je peux citer maintenant un ensemble B dont les éléments sont des ensembles. Alors ça existe aussi, d'accord? Dans ce dessin-là, l'ensemble B, c'est un ensemble qui contient exclusivement d'autres ensembles.
Donc je peux très bien dire que B est entre accolades l'ensemble AB, l'ensemble AC, l'ensemble BDF. L'ensemble AB est un élément de B. Et si je mettais le sac qui contient AB dans un autre sac, alors cet autre sac deviendrait un sous-ensemble de B. Ce qui peut vous paraître être une subtilité inutile, est en fait essentiel lorsqu'on fait des mathématiques vraiment de principe, on va dire, des mathématiques fondamentales. Mais on ne va pas trop s'en soucier, nous, au niveau de ce chapitre. L'ensemble ABC n'appartient pas à B. Il n'existe pas de sac dans lequel se trouvent les lettres ABC dans l'ensemble B. L'élément A, tout seul, n'est pas un élément de B. Prenons maintenant l'ensemble E qui contient uniquement les éléments ABC. Et posons-nous la question de l'ensemble des parties de E. Donc on cherche à déterminer et à visualiser dans cet exemple ce qu'on appelle l'ensemble des parties d'un ensemble. L'ensemble des parties d'un ensemble, c'est l'ensemble qui regroupe toutes les parties qu'on aurait pu créer à partir de E. Ça veut dire quoi? Revenons sur nos sacs. E est un sac dans lequel se trouvent les lettres ABC. J'ai un autre sac vide pour l'instant dans la main. Et la question est, qu'est-ce que je pourrais mettre dans ce sac en piochant des éléments à partir de E? Donc là, on comprend peut-être mieux ce qu'on a envie de faire. Une première chose serait de prendre seulement la lettre A. C'est une possibilité. Une autre possibilité serait de prendre seulement la lettre B. Une troisième serait de prendre la lettre C. Ou alors, on pourrait se dire, mais non, je vais prendre deux lettres à partir de l'ensemble E. Alors à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on peut prendre AB, AC ou BC. Ou alors, on peut décider de tout prendre, et de prendre l'ensemble ABC. C'est-à-dire que E est lui-même un élément de P de E, c'est-à-dire de l'ensemble des parties de E. Est-ce qu'on a fait le tour des possibilités? Pas tout à fait. Avec notre sac vide au départ, on aurait très bien pu le laisser vide. L'ensemble vide, c'est quelque chose qui a une existence, au même titre que 0 a une existence dans l'ensemble des nombres. 0 ne représente aucune quantité, d'accord, mais si on n'a pas le 0, toute l'arithmétique s'effondre. On ne peut plus faire d'arithmétique, on va dire, entre guillemets, moderne. Chez les ensembles, c'est pareil. L'ensemble vide, c'est un sac vide, mais les sacs vides, ça existe. Donc, voilà maintenant toute la liste des possibilités, voilà toutes les parties de E, donc que l'on aurait pu extraire de E, de rien jusqu'à tout. Alors, évidemment, noté entre accolades, on a quelque chose d'un petit peu difficile à concevoir, hein, avec des accolades, des doubles accolades, etc. Et la double accolade sans rien à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle l'ensemble vide, qui se note plus généralement un rond barré. Voilà, donc il y a une notation pour ça. L'ensemble AB appartient à l'ensemble des parties de E. Très bien. L'élément petit a tout seul n'appartient pas à l'ensemble des parties de E. Par contre, l'ensemble qui contient petit a appartient à P de E. Alors, une remarque, cela dit en passant, on aurait pu deviner à l'avance combien d'éléments aurait contenu P de E, rien qu'en regardant le nombre d'éléments que contenait E. Mais pour ça, il faut savoir faire des dénombrements, ce qui sera la deuxième partie de ce chapitre. On savait très bien que il n'y avait qu'une seule possibilité de ne rien contenir, c'est l'ensemble vide à l'arrivée. Il y avait également une seule possibilité de tout prendre, c'est tout prendre. Donc c'est l'ensemble ABC qu'on a obtenu tout à droite. Mais on savait aussi qu'il y avait trois possibilités de choisir une lettre, puisqu'il y avait trois lettres dans E. Et également, il y avait trois possibilités de choisir deux lettres parmi les trois, AB, AC ou BC. Dans un contexte un petit peu plus compliqué que ça, si l'ensemble E avait compris 5 éléments, les lettres A, B, C, D, E, alors je savais d'avance qu'il y aurait eu 32 parties de E possibles à droite, et non pas comme ici, 8. Si vous les comptez bien, il y en a 8. En fait, on montre que si grand E possède au départ petit n éléments,
alors P de E va posséder à l'arrivée 2 puissance n éléments. Ici, E possédait 3 éléments. À l'arrivée, P de E en possède 2 puissance 3, c'est-à-dire 8. Alors tout ça, ça vient de la formule du binôme de Newton. Ces choses-là ont été pensées principalement au XVIIe siècle par des gens comme Pascal, Huygens, Bernoulli, Newton. Et donc cette fameuse formule du binôme, je vous suggère d'aller voir un petit peu sur Internet de quoi il s'agit, ou dans un livre évidemment. Je n'ai pas le temps de développer ça ici, mais je le ferai sans doute dans une prochaine vidéo. Alors, je laisse ça d'un côté, mais l'idée, si vous voulez, c'est que vous ayez sous les yeux quelque chose qui commence à nous faire dénombrer des situations possibles, et P de E est bien placé pour ça. Voyons maintenant quelques opérations sur les ensembles. Il se peut que des ensembles soient combinés entre eux. Alors évidemment, une addition, ça ne va pas être possible, pas au sens des nombres réels, mais on va pouvoir faire quelque chose. Prenons un exemple un petit peu plus riche que ABC. Je prends l'ensemble qui contient tous les entiers de 1 à 12. Je l'appelle E. Et à l'intérieur, je vais sélectionner le sous-ensemble des nombres pairs, 2, 4, 6, 8, 10, 12, que j'appelle A, et le sous-ensemble des multiples de 3, qui est 3, 6, 9, 12, que je vais appeler B. A est inclus dans E, B est inclus dans E. A et B, d'ailleurs, ne sont pas séparés, ils se croisent, c'est-à-dire qu'ils ont une intersection non vide. D'accord ? Il y a deux nombres, 6 et 12, qui sont à la fois pairs et multiples de 3. En général, le fait de créer deux sous-ensembles dans un ensemble conduit à la création de 4 catégories. Il y a dans tout ça les éléments qui appartiennent à la fois à A et à B. Il y a ceux qui appartiennent à A mais pas à B, 2, 4, 8, 10. Il y a ceux qui appartiennent à B mais pas à A, 3 et 9. Et il y a ceux enfin qui n'appartiennent ni à A ni à B, 1, 5, 7, 11. 4 catégories. Le diagramme de Venn va se révéler en général pas très pratique à utiliser si on commence à faire ce genre de croisement. Il existera, et on va le découvrir progressivement, deux représentations un petit peu plus lisibles qui seront le tableau de contingence d'une part, donc le tableau croisé, et évidemment l'arbre de choix. Alors, parlons pour l'instant uniquement des opérations sur les ensembles. Une première opération est de créer ce qu'on appelle le complémentaire de A dans E. A étant inclus dans E, on peut créer le complémentaire de A qui va se noter A bar et qui est l'ensemble qui contient tout ce qui n'était pas dans A. Si A contient 2, 4, 6, 8, 10, 12, alors A bar contient 1, 3, 5, 7, 9, 11. C'est donc l'ensemble des impairs puisque A est l'ensemble des pairs. Regardons maintenant l'intersection, autre opération qui cette fois-ci implique deux ensembles. Quelle est l'intersection de A et B ? Vous l'aurez compris, c'est l'ensemble des éléments qui sont communs à A et à B. Autrement dit, pour appartenir à A inter B, il faut être pair et multiple de 3. L'intersection au niveau ensembliste correspond au mot logique et. Il faut être à la fois ça et ça. Voyons maintenant autre chose. Un autre exemple d'intersection, intersection de A et B bar. Donc là, on va combiner la notion de complémentaire et la notion d'intersection. A, c'est l'ensemble de 4, 6, 8, 10, 12. B bar, c'est l'extérieur de B. Ça peut se comprendre d'ailleurs comme la négation de B. C'est le contraire de B. B bar, c'est donc l'ensemble qui contient 2, 4, 8, 10, 1, 5, 7, 11. Tout ce qui n'est pas dans B. Et si je veux maintenant trouver l'intersection de A et de B bar, eh bien je m'aperçois que j'ai 4 éléments, qui sont 2, 4, 8 et 10, qui satisfont les deux critères. En français, entre accolades ici, A inter B bar, c'est l'ensemble des éléments qui sont pairs et pas multiples de 3. Les deux conditions, les deux critères doivent être vérifiés en même temps. Voyons maintenant la troisième opération existant sur les ensembles, la réunion. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de croiser des ensembles, il s'agit de prendre deux ensembles et de les regrouper en un seul.
ce qui est une opération complètement différente. Si je veux réunir A et B, alors je vais pouvoir citer tous les éléments qui sont dans A ou dans B. Donc la réunion fait appel au mot logique ou, et non pas au mot et. Et alors attention, le ou en mathématiques est par défaut inclusif. Quand on dit il faut appartenir à A ou à B, ça ne veut pas dire soit A, soit B. Ça n'est pas exclusif. Ça veut dire appartenir à A, ou appartenir à B, ou appartenir aux deux. La possibilité des deux est incluse dans la réunion. Autrement dit, on doit citer tout ce qu'on a vu dans A et dans B. 2, 4, 8, 10, 6, 12, 3 et 9. Ça, c'est la réunion de A et B. A union B. Pour finir, quelle serait la réunion de A bar et B? A bar, c'est la liste des nombres impairs. B, c'est la liste des multiples de 3. A bar union B, c'est donc l'ensemble 1, 7, 5, 11, 3, 9, 6, 12. Voilà pour ces opérations de base. Alors, on s'aperçoit que quand on est chez les nombres réels et qu'on définit des opérations telles que l'addition ou la multiplication, des propriétés apparaissent. Par exemple, l'addition est commutative. 2 plus 3 égale 3 plus 2. Le produit aussi. La multiplication. 2 fois 3 égale 3 fois 2. La multiplication est distributive sur l'addition. C'est-à-dire on peut développer, factoriser. Est-ce que des propriétés similaires apparaissent sur les opérations qu'on vient de définir? Bien, il se trouve que oui. Et ça va être très intéressant pour nous, et notamment dans un contexte bien particulier. Des propriétés des opérations, d'abord, la commutativité et l'associativité sont vraies, quelle que soit l'opération entre intersection et réunion. Donc évidemment, A inter B égale B inter A, A union B égale B union A. Ça, c'est la commutativité. L'associativité nous fait soit croiser trois ensembles, soit réunir trois ensembles. Alors, je vais les représenter, ces trois ensembles. Quand on dit que A inter B inter C est égal à A inter B, le tout inter C, imaginez que A soit l'ensemble bleu, B le jaune et C le rose. B inter C, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est toute la zone qui est commune à B et C, entre l'ensemble rose et l'ensemble jaune. Donc, si vous la visualisez, ok, donc on est ici. Et cette formule nous impose de faire l'intersection de tout ça avec A, qui était l'ensemble bleu. Qu'est-ce qui nous reste entre ça et l'ensemble bleu? C'est la zone centrale du schéma. Donc A inter B inter C, c'est la zone centrale. Qu'est-ce que c'est maintenant que A inter B, le tout inter C? A inter B, c'est cette zone-là. Si je croise ça avec le troisième ensemble rose, il ne me reste que la zone centrale. Effectivement, les deux notations sont équivalentes. On montre que pour la réunion, il se passe la même chose. Si vous réunissez trois ensembles, eh bien vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez. Vous obtiendrez en tout l'ensemble qui contient les trois qui étaient présents au départ. Donc il faut simplement mettre tous les trois dans un seul sac et vous avez A union B union C. Ce qui est moins intuitif, c'est la distributivité, l'une par rapport à l'autre. Alors, chez les réels, par exemple, 3 fois, entre parenthèses, 2 plus 5 peut se développer en 3 fois 2 plus 3 fois 5. Par contre, 3 plus, entre parenthèses, 2 fois 5 ne peut pas se développer en 3 plus 2 fois 3 plus 5. Ça ne fonctionne pas. Donc, avec la multiplication et l'addition chez les réels, on a une distributivité que dans un sens. Distributivité de la multiplication sur l'addition. Pour l'intersection et la réunion chez les ensembles, la distributivité fonctionne dans les deux sens. Donc vous le voyez, vous avez deux formules cette fois-ci. A inter B union C est égal en développement à A inter B union A inter C. Ça marche très bien. Et A union B inter C est égal à A union B inter A union C. On va voir cette distributivité dans un des deux exemples et dans un schéma qui va nous intéresser en particulier dans le cadre du dénombrement, tel qu'on va le concevoir dans ce chapitre. Prenons un ensemble E et faisons comme ce que l'exemple précédent nous montrait, c'est-à-dire
on va prendre un sous-ensemble A qui est quelque part dans E, et un autre B qui est quelque part aussi dans E, et qui croise A. C'est mieux, ça nous permet de voir plus de cas de figure possibles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attacher à donner des noms aux différentes parties qui viennent d'apparaître. Comme je vous le disais, quand vous croisez deux sous-ensembles dans un ensemble plus global, vous allez créer d'emblée 4 sous-catégories. Il y a les éléments qui appartiennent à A et B, il y a les éléments qui appartiennent à A mais pas à B mais pas à A, et ni à A ni à B. Alors évidemment, on a en plein centre ici la petite zone qui peut se noter A inter B. La partie qui est restée jaune à gauche représente A inter B bar. Alors si je retraduis en français, ça veut dire les éléments qui sont là sont dans A et pas dans B. Inter veut dire et, bar veut dire pas, la négation. A et pas B. Alors que dans la partie restée un peu bleu ciel à droite, on a les éléments qui sont dans B et pas dans A. Donc c'est pas dans A et B. Et qu'est-ce qui nous reste autour en rose? Eh bien, les éléments qui ne sont ni dans A ni dans B. C'est-à-dire pas dans A et pas dans B. A bar, inter, B bar. Voilà comment s'appellent en notation ensembliste les fameuses 4 sous-catégories qui ont été créées ici. D'accord? Donc c'est un peu comme dire, dans la population, il y a des hommes et des femmes. Dans la population, il y a des gens qui sont mineurs et d'autres majeurs. Il y a évidemment des hommes mineurs, des hommes majeurs, des femmes mineures et des femmes majeures. Si vous appelez A l'ensemble des hommes, A bar devient l'ensemble des femmes. Si vous appelez B l'ensemble des gens qui sont mineurs, B bar devient l'ensemble des gens qui sont majeurs. Et vous avez ainsi 4 sous-catégories. On a exactement la même situation ici. Alors, en quoi est-ce qu'on a un rapport avec la distributivité que j'ai présentée juste avant? Bien, en fait, si on regarde bien, l'ensemble A, donc faisons un zoom sur l'ensemble A, grâce au croisement avec l'ensemble B, l'ensemble A est découpé en deux zones bien distinctes. Il y a dans A, A inter B bar et A inter B. Autrement dit, si je reprends mon exemple homme-femme et majeur-mineur, A étant l'ensemble des hommes, B l'ensemble des personnes majeures et B bar les mineurs, eh bien, chez les hommes, il y a les hommes mineurs et les hommes majeurs. Et évidemment, il y a une frontière bien nette entre les deux, qui est ici sur mon schéma. Voici sur fond jaune les hommes mineurs, et voici la partie centrale qui représente les hommes majeurs. Quel est encore une fois le rapport avec la distributivité? Eh bien, en fait, on va voir ce qui se produit lorsqu'on tente une écriture. Si je veux réunir l'ensemble des hommes majeurs ici avec l'ensemble des hommes mineurs, je suis censé obtenir quoi en m'en tenant aux propriétés de distributivité? Eh bien, en fait, je suis dans une situation ici qui est similaire à celle-là. Sauf que j'ai l'ensemble B d'un côté et l'ensemble B bar de l'autre, à la place de C. Je peux aller vers la gauche et factoriser par A. On va voir où est-ce que ça nous conduit. On a en fait ici A inter, B union B bar. Très bien. Mais qu'est-ce que c'est que B union B bar? C'est la réunion des personnes majeures avec les personnes mineures. Autrement dit, ça représente quoi? Ça représente tout le monde, c'est-à-dire l'ensemble E. Donc cette écriture est équivalente à A inter E. Et donc on est en train de parler de l'intersection entre l'ensemble des hommes et l'ensemble des gens. Donc pour appartenir à A inter E, il faut être à la fois un homme et une personne, c'est-à-dire un homme. Donc on a bien abouti à A, sans faire de schéma, mais en s'en tenant à ce que nous affirme cette propriété de distributivité. Si on réunit ces deux ensembles-là, la factorisation est possible, et de proche en proche, on finit par trouver que, beaucoup plus simplement, on est en train de parler de l'ensemble A. Donc là, on est sur une écriture qui est fondamentale, en fait. On est parti d'un cas qui n'est pas si compliqué que ça. On a deux types de catégories dans une population. Ces deux types se croisent, d'accord, homme-femme ou majeur-mineur, et on est simplement
en train de considérer une sous-catégorie, par exemple les hommes, qui se redécoupe en deux sous-catégories qui sont les hommes majeurs et les hommes mineurs. Et on est juste en train de s'apercevoir qu'en regroupant ces deux sous-catégories, on réobtient la catégorie des hommes. Donc c'est très très bête en fait. Si on prend un exemple vraiment pratique de ce qu'on est en train de dire, on s'aperçoit qu'on n'est pas en train de dire des choses d'une complexité absolue. Le plus difficile dans tout ça, c'est de se familiariser avec le langage qu'on est en train d'employer dans nos notations. Et là, c'est vraiment fondamental et extrêmement important. Il faut se familiariser avec ce langage parce que les situations sur lesquelles on va tomber pourront être très diverses et ne seront pas aussi facilement exprimables que le simple homme-femme et majeur-mineur. Donc l'emploi de ce langage, malgré ce qu'on peut en penser là pour l'instant, va nous simplifier les choses. Alors, pour information, A inter B et A inter B bar forment ce qu'on appelle une partition de A. Autrement dit, un découpage de A en parts. D'ailleurs, une partition d'un ensemble n'est pas obligée d'être un découpage en deux. Dans un autre contexte, une partition d'un ensemble peut être un découpage en 3 ou en 4 ou plus. Si je reviens sur mon schéma en haut à droite, l'ensemble bleu est partitionné ici en 4 sous-ensembles. Celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'une partition? C'est un ensemble de sous-ensembles, si je puis dire, qui ont des frontières bien nettes les uns avec les autres, donc ils n'ont pas d'éléments communs les uns les autres. Ils sont ce qu'on appelle disjoints. Et, autre propriété indispensable, leurs réunions forment l'ensemble qui nous intéresse au départ. Continuons avec ces propriétés, revenons sur notre exemple des entiers de 1 à 12, et voyons des lois qui s'appellent les lois de Morgan. Alors ça, on pourrait dire Morgan, hein, mais non, ça se prononce Morgan, il s'agit d'un mathématicien français. Donc soyons franchouillards. Qu'est-ce qu'il nous dit? Lui, il se permet de placer une grande barre sur A inter B. A inter B avec une grande barre au-dessus est égal à A bar union B bar. Ça peut paraître très mystérieux dit comme ça. Et il se trouve que dans l'autre sens, ça fonctionne aussi. A union B avec une grande barre est égal à A bar inter B bar. Regardons vite dans notre langage ce que ça peut signifier et surtout sur le schéma qui récapitulait un petit peu l'ensemble de ce dont on avait besoin. Si vous regardez le regroupement des trois sous-ensembles qui se trouvent au centre ici, A inter B bar, A inter B, A bar inter B. Vous avez en fait en bloc tout ce qui est dans A ou dans B. Et donc ce dont on n'avait pas parlé ici, c'est justement cet ensemble globalisé qui est inclus dans E et qui est tout bêtement A union B. Il s'agit ici de la réunion de A et de B. Bien, qu'est-ce qui est à l'extérieur de A union B? Eh bien, c'est ce qu'on avait écrit tout en bas, A bar inter B bar. Or, ce qui est à l'extérieur de A union B, c'est A union B avec une barre au-dessus, par définition de la barre elle-même, c'est-à-dire de la notion de complémentaire. A union B, le tout barre, signifie l'extérieur de A union B, par définition. Bien, l'extérieur de A union B, ce qu'on vient de voir dans notre schéma, c'est A bar inter B bar. Alors ça serait un petit peu plus difficile à montrer sur ce schéma, mais il se trouve que l'extérieur de A inter B, donc tout ce qui n'est pas en plein centre ici, est aussi le regroupement de A bar avec B bar. Vous pouvez tenter l'expérience en essayant d'imaginer où se trouve A bar et où se trouve B bar, et vous pouvez effectivement voir que si vous réunissez A bar et B bar, vous avez pris tout ce qu'il y avait dans eux, sauf A inter B. Les lois de Morgan sont bien utiles pour nous permettre de simplifier encore une fois une situation et nous faire accélérer dans des calculs futurs dans certaines situations. Voyons pour finir ce rappel sur les ensembles, la notion de cardinal d'un ensemble. Alors, on l'a vu au démarrage dans l'introduction, si on veut calculer des probabilités de quelque chose, il faut comptabiliser des situations. Pour l'instant, on n'a encore rien comptabilisé, on a juste parlé d'ensemble, on a dit qu'il pouvait y avoir des éléments dans un ensemble ou pas,
quelle était la nature de ces éléments, en créant des catégories, des sous-catégories, mais on n'a pas compté les éléments d'un ensemble. Et c'est là que la notion de cardinal intervient. Ce qui va être évidemment essentiel pour nous, c'est savoir combien d'éléments il y a dans un ensemble. Et d'ailleurs, pas forcément lesquels ils sont. Donc, on appelle cardinal de E, notez plus simplement card de E, le nombre de ces éléments. Alors, avant de passer à l'exemple qui nous occupe, par exemple, si mon ensemble E est l'alphabet, eh bien le cardinal de E est égal à 26, en ce qui concerne notre alphabet, bien sûr. Si je prends l'ensemble des entiers de 1 à 30, le cardinal de cet ensemble est égal à 30. D'accord? Donc le cardinal de E n'est pas un ensemble. Ça n'est pas non plus un élément, c'est juste un nombre. C'est le nombre d'éléments. Voilà, le cardinal des entiers de 20 à 30, c'est 11. Voilà, et ainsi de suite. Ici, on peut penser au fait que ça peut se compliquer un petit peu, puisqu'on peut avoir un ensemble, c'est très bien, mais on peut aussi avoir des sous-ensembles à l'intérieur, et on peut vouloir croiser ou réunir ces sous-ensembles. Est-ce qu'il y aurait des formules qui pourraient apparaître et qui seraient, on va dire, générales, c'est-à-dire vraies dans tous les cas, sur le cardinal de A union B, ou de A inter B, ou de A bar, ou etc. Alors en fait, oui, il existe 3 formules qui sont universelles, qui marchent à tous les coups. La première, elle est très simple. Elle nous dit que cardinal de A plus cardinal de A bar est égal à petit n. Alors évidemment, petit n n'est pas encore apparu. J'appelle petit n le cardinal de E. Donc une espèce d'effectif total, si vous préférez. Mais bien sûr, si on a bien compris que le cardinal est le nombre d'éléments, la première formule est en train de nous dire le nombre d'éléments de A plus le nombre d'éléments qui ne sont pas dans A est égal au nombre total d'éléments, ce qui évidemment tombe sous le sens. La deuxième formule nous dit la même chose, mais ne travaille pas dans E globalement, elle travaille dans A. Dans A, on vient de le voir, on a une partition en A inter B et A inter B bar. La deuxième formule nous dit quoi? Le nombre d'éléments qui se trouvent dans A inter B plus le nombre d'éléments qui se trouvent dans A inter B bar est égal au nombre d'éléments qui se trouvent dans A. Donc si vous comprenez le langage, d'accord, avec la formulation employée, vous allez tout de suite vous apercevoir que la formule, elle est évidente. La dernière, elle est pratiquement aussi évidente. Si vous considérez le cardinal de A union B, donc je vous rappelle que A union B représente le regroupement en un seul ensemble de A avec B, ben le nombre total d'éléments qu'il contient, c'est le nombre d'éléments de A plus le nombre d'éléments de B, sauf qu'en faisant ça, on a compté 2 fois 6 et 12, et donc pour ne pas les compter 2 fois, il faut les retrancher une fois, ces éléments qui appartiennent à A inter B. Donc voilà, je résume, cardinal de A union B égale cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, le diagramme de Venn n'est pas la seule représentation possible, et heureusement, de nos ensembles. On peut tout bêtement s'intéresser à un tableau de contingence qui ne fait pas le listing de tous les éléments qui sont présents dans les différents ensembles et sous-ensembles, mais simplement qui répertorie le nombre d'éléments qui se trouvent dans tel et tel sous-ensemble. Et là, on a quelque chose d'un petit peu plus clair, d'un peu plus carré, quoi, tout simplement. Alors, si vous regardez ce tableau, il est organisé d'une manière bien précise, et il sera toujours organisé de cette façon. Vous pouvez faire un découpage en 2 colonnes entre les éléments qui sont dans A et ceux qui ne sont pas dans A, et aussi, en croisant tout ça, un découpage en 2 lignes avec les éléments qui sont dans B et ceux qui ne sont pas dans B. Le total de la colonne A vaut 6, ce qui nous dit qu'il y a 6 éléments dans A. Le total de la ligne B vaut 4, et ça nous dit que dans B, il y a 4 éléments. Par contre, si vous regardez le croisement AB, vous avez sous les yeux le nombre d'éléments de A inter B. L'intersection, elle se comprend très bien aussi dans ce type de tableau. Vous êtes sur l'intersection d'une ligne et d'une colonne. Donc, ce tableau nous montre qu'il y a 2 éléments dans A inter B, aussi 2 éléments dans A bar inter B, c'est-à-dire il y a 2 éléments qui sont dans B et pas dans A, et effectivement on les retrouve ici, ce sont 3 et 9. Il y a 4 éléments qui sont dans A
et pas dans B. Donc ce sont 2, 8, 4 et 10. Et il y a 4 éléments qui sont dans A bar, donc qui ne sont pas dans A, mais qui ne sont pas non plus dans B. 1, 5, 7, 11. Donc vous avez dans le tableau de contingence les informations sur tous les croisements possibles, plus les sous-totaux qui correspondent aux sous-ensembles pris globalement, plus évidemment le total général, 12, qui est le cardinal de E. Alors quel est le rapport, ou plutôt l'intérêt d'avoir la représentation que je viens de faire apparaître encore une fois ici? C'est de nous montrer la réunion. La réunion, elle est censée englober tous les éléments de A ou de B, tout confondu. Mais on s'est aperçu dans ce découpage que ça impliquait une partition en 3 sous-ensembles qui sont sous nos yeux A inter B bar, A inter B, A bar inter B. Et que seul A bar inter B bar est exclu de la réunion A union B. Où est-ce que ça peut se trouver dans le tableau? Évidemment, dans ces 3 cases-là. Chaque case représente un des ensembles délimités par des frontières dans notre schéma. Il y a 4 cases dans ce tableau, et 3 cases sur les 4 représentent A union B. Donc, le cardinal de A union B peut être vu finalement de plusieurs façons différentes. On peut se dire, le cardinal de A union B, je suis la formule qui est là, c'est le cardinal de A, 6, plus le cardinal de B, 4, 6 plus 4, 10, moins le cardinal de A inter B, que j'avais compté 2 fois, 2. 10 moins 2, 8. Ou alors on peut se dire, je vais additionner les 3 nombres qui doivent se trouver ici. C'est le cardinal de A inter B bar, plus le cardinal de A inter B, plus le cardinal de A bar inter B. J'arrive encore une fois à 8. Ou alors, troisième chose, on peut se dire, mais le cardinal de A union B est égal au cardinal de E, donc total général 12, moins le cardinal de A bar inter B bar, qui était la seule case du tableau exclue de A union B. Voilà, nous avons terminé ce rappel sur les ensembles. Vous pourrez passer, et là je n'afficherai pas la diapo correspondante, au premier exercice de TD correspondant, et bien entendu, votre travail consiste à effectuer tous les exercices de TD. Et nous nous retrouvons pour le visionnage de cette vidéo et les commentaires, votre présence sur le forum. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et à très bientôt, bien entendu, pour les cours et explications de la semaine. À bientôt et au revoir à tous.